Oui, alors c'est important quand même effectivement de faire un petit retour en arrière, si vous me permettez, de faire un petit historique. Parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais cette révolution juridique qui est de reconnaître les droits à la nature, elle a quand même émergé depuis un certain moment. Alors il est vrai, sous l'influence de peuples autochtones, par exemple en Amérique du Sud, en Équateur ou en Bolivie, qui lorsqu'elles ont, en tout cas lorsque ces États ont réécrit leur constitution sous l'influence de sociétés multiethniques et multiculturelles, ont reconnu pour l'Équateur dans la Constitution des droits à la nature. Et sachez qu'aujourd'hui, 10 ans après, il y a eu 35 procès d'éléments de la nature défendant leurs droits à exister face à des projets. Et sur ces 35 procès, 25 ont été gagnés. Et quand je dis gagner, ça veut dire qu'une mangrove a gagné face à une exploitation industrielle de crevettes. Ça veut dire qu'une rivière a gagné face à un projet de route. Ça veut dire que l'espèce requin a gagné au pénal face à un bateau chinois et que le capitaine et son équipage se sont retrouvés en prison. Vous imaginez, si on arrivait à obtenir ce type de jurisprudence en France, on changerait complètement de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne serait plus dans une situation qui est extraordinaire en droit occidental, qui est le préjudice écologique, mais qui ne peut être invoqué qu'après la catastrophe. On pourrait demander au juge de poser des mesures conservatoires, c'est-à-dire de faire stopper des projets industriels au regard de l'intérêt à exister d'un écosystème pour lui-même. Ça, c'est vraiment important. Donc l'Équateur est un exemple extrêmement inspirant aussi, comme le cas maori, mais il date de 2008. En 2010, c'est la Bolivie. Depuis 2014, il y a maintenant 3 États mexicains qui reconnaissent les droits de la nature. Il y a 2 villes au Brésil, une ville en Argentine. Et vous connaissez le cas indien, donc qui est basé effectivement sur une autre spiritualité, qui est la spiritualité hindoue, mais qui reconnaît aussi les éléments de la nature comme des éléments sacrés, comme portant une spiritualité forte et une ancestralité. Mais aux États-Unis, il n'y a pas que le lac Erie dont on vous a parlé tout à l'heure. Il y a plus de 20 villes, et des villes blanches, qui reconnaissent les droits de la nature et qui associent ces droits de la nature, ces droits des écosystèmes, comme ils disent, aux droits des peuples. Et ils expliquent qu'ils veulent reprendre le contrôle même démocratique de leur territoire. Ils reconnaissent ce lien d'interdépendance qu'il y a entre la population humaine et les éléments de la nature, et ils légifèrent pour se protéger des projets industriels en remettant vraiment au cœur de leurs préoccupations la préservation de leur territoire. Et ce lien au territoire, c'est un lien dont vous a très bien parlé les Maoris et que vous connaissez en tant que Bretons. Et à mon avis, c'est là où se trouve justement la clé. C'est véritablement de reprendre la main. Si l'on doit parler de souveraineté aujourd'hui, c'est une souveraineté qui doit se reprendre au niveau local. Et quand vous parliez de Kant a créé la notion d'État-nation, mais ce qui bloque aujourd'hui pour faire avancer effectivement la reconnaissance des droits de la nature ou des contraintes universelles qui cadrent l'activité industrielle, ce qui pourrait se faire effectivement par la reconnaissance du crime d'écocide, ce qui bloque aujourd'hui, c'est un échelon intermédiaire entre l'universel et le local, c'est l'État-nation et le principe de souveraineté nationale. Et c'est comme ça que les Trump peuvent se permettre de sortir de l'accord de Paris.